Margot Amiot pour Radio Parole de Vie. Je suis avec Kébir Ami. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au Café La Java à Saint-Malo pour le premier café littéraire de l'association Encre Malouine. Pourquoi est-ce que Charlotte Cabot de l'Encre Malouine vous a invité ? Je crois qu'elle a eu vent un petit peu de mon travail par une amie commune. Je crois que ça s'est fait par Swazig, voilà, qui a parlé de moi parce qu'elle connaît maintenant très bien mon travail, mes livres. Et puis elle a suggéré mon nom et ça s'est fait comme ça. Et moi j'étais très très heureux, j'ai très vite accepté. Vous personnellement, qu'est-ce que vous aimeriez tirer de cette soirée ? Déjà la rencontre avec les lecteurs, voir un petit peu leur réaction par rapport à ce que j'ai pu écrire. Parce que quand vous écrivez dans la solitude de votre bureau, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes entouré de lecteurs et de lectrices. Là, la réaction de ceux qui vous ont lu après, c'est important, ça vous donne un autre écho. Alors, vous avez aussi sorti un roman cette année, donc, qui s'appelle Le Génial Imposteur. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu ? Alors, Un génial imposteur, c'est un livre, c'est un petit peu complexe comme histoire, puisqu'il y a une histoire dans l'histoire, mais en gros, disons que c'est une quête de vérité, c'est un narrateur qui va essayer de brosser le portrait de quelqu'un qui était donné pour héros, alors qu'en fait, c'était un imposteur. Donc, il fallait aller essayer d'explorer très très loin dans la vie de ce personnage, pour révéler véritablement l'imposture où elle se nichait. Alors vous faites effectivement beaucoup voyager votre héros, si on peut dire, c'est plus un anti-héros qu'un héros au final dans ce roman. Est-ce que, donc vous-même vous avez beaucoup voyagé, est-ce que c'est inspiré justement de vos voyages ? Moi j'ai beaucoup voyagé, je continue de beaucoup voyager puisque je suis même rentré hier soir d'un très très long voyage, mais ce personnage ne me ressemble pas. Disons que celui qui me ressemblerait, ce serait le narrateur qui va à la quête de la vérité, comme il y a deux narrateurs. Mais le génial imposteur, non, Seigneur, il ne me ressemble pas, je lui ressemble pas, parce que c'est un parfait salaud. Il voyage, mais il va découvrir au cours de ces voyages comment justement pouvoir instrumentaliser les religions, les idéologies, absolument tout ce qu'il peut instrumentaliser pour arriver à ses propres fins et qui sont tout sauf louables. Ce personnage aussi s'implique dans la guerre franco-algérienne. Votre père algérien et votre mère marocaine. Est-ce que ça a une importance pour vous, le fait que ce personnage agisse dans cette guerre ? Oui, bien sûr, parce que le point de départ, c'est le Maroc. Moi, le point de départ, le tout premier, c'est la France, puisque le narrateur, il est beaucoup plus jeune que moi, il a 30 ans, il croise un jour quelqu'un rue de la Montagne Sainte-Geneviève à Paris. Ça, c'est une première chose, donc la première rencontre à Paris. Mais simplement, cette rencontre va mettre en marche toute une machine à explorer le temps, à aller chercher où s'est niché l'imposture, parce qu'il va croiser cet imposteur qu'on croyait pendant longtemps être un héros. Et donc, on va aller ensuite très vite au Maroc. Et pourquoi le Maroc ? C'est difficile de vous l'expliquer comme ça, mais je vais essayer quand même. Parce que le père du narrateur, du premier narrateur, était algérien, comme mon père, et il s'est éteint au Maroc comme mon père. Reste au Maroc et resté au Maroc la mère du narrateur, comme ma mère est toujours restée au Maroc jusqu'à sa mort. Et donc, voilà, il y a une histoire familiale avec un petit H et la grande histoire avec une grande H, comme disait Georges Perec, qui coupe sans sentiment, sans rien. Ce roman, avec deux autres romans, donc Les Vertus immorales et Mardochée, on a pu lire sur Internet et dans des articles que ça faisait partie d'un triptyque de l'imposture, je crois. Une expression que vous avez dite, je crois. Oui, et puis en même temps, il y a 2 ou 3 critiques qui ont émis cette idée-là et qui m'a bien plu finalement, parce qu'elle faisait écho à ce que je pensais moi-même. Il y a un certain temps déjà que je m'intéresse à l'imposture, un petit peu à cette lutte entre le bien et le mal, parce que je crois qu'il n'échappe pas au lecteur et très très vite que finalement c'est pas simplement une histoire de divertissement que je raconte. Il faut qu'une histoire soit une histoire pour l'évasion, parce que sinon le lecteur ou la lectrice lâche le livre, le laisse tomber, c'est pas intéressant, c'est pas important. Il faut que le lecteur reste rivé vraiment au livre qu'il est en train de lire. Mais il faut que le livre aussi offre quelque chose d'autre. Et moi, dans ma quête, il y a cette recherche, cette lutte du bien et du mal.
voilà, qu'on retrouve aussi bien dans Les Vertus immorales que dans Mardochée ou dans Un génial imposteur. Pour un lecteur qui ne vous connaîtrait pas, mais qui découvrirait ces 3 livres, lequel en premier vous lui conseillerez? Si c'était pour ces 3 livres-là, je crois le plus simple, ce serait Mardochée. C'est celui qui est de la facture la plus classique. Parce qu'en plus, bon, il y a la figure de Charles de Foucault qui est familière même à ceux qui ne sont pas croyants, ou qui ne sont pas chrétiens ou catholiques. Donc, et puis il y a Mardochée qui est une figure d'un juif qui a existé. Il y a le Maroc qui offre, voilà, par ses paysages. Il y a quelque chose, il y a des accroches, si je puis dire, qui peuvent intéresser le lecteur. Les autres sont, les vertus immorales, c'est déjà, je pense, un petit peu plus complexe, même s'il y a des choses qui appartiennent à la grande histoire, la conquête du Nouveau Monde, on est au XVIe siècle, etc., etc. Un génial imposteur est d'accès relativement simple, parce que c'est la guerre d'Algérie, et que la guerre d'Algérie, c'est aussi une guerre française, j'allais dire, c'est un bien français, ça appartient au patrimoine de la mémoire française. Le problème avec Un génial imposteur, je le sais maintenant, puisque les retours, les lectures, c'est une lecture difficile, me semble-t-il. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à lire ce que j'ai écrit, et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens, je mets au défi quiconque de me dire, que ce soit en France ou en Algérie, qu'un auteur s'est déjà attaqué à cette guerre de cette manière-là. Je crois qu'il n'y a aucune concession ni du côté algérien ni du côté français. Parce que mon problème, moi, ce n'est pas de... Je ne suis pas un juge, je n'essaye pas de juger qui que ce soit, même les gens de l'OAS, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai en face de moi des hommes et des femmes, ce sont des personnages, et j'essaye d'aller jusqu'au bout de leur tripes, d'essayer de savoir ce qu'ils ont en eux. Vous avez écrit sinon au total 8 romans, 2 essais et je crois une pièce de théâtre. Pourquoi une pièce de théâtre? Cette question, je me la suis posée en faisant des recherches sur vous. Alors, là, il y a une deuxième pièce de théâtre, comme je le disais tout à l'heure, hein, mon ami Swazig, nous parlions de littérature, et j'ai une deuxième pièce de théâtre qui est en cours de création. Simplement, elle n'est pas encore publiée. Elle sera publiée au moment de la création. Hein. Ça s'appelle Fragment de silence. Voilà, je m'intéresse de plus en plus au théâtre. Donc voilà, je suis en train de me diriger un peu vers le théâtre, sans pour cela abandonner le roman, bien sûr. Pourquoi ce choix? Parce que le théâtre offre quelque chose de complètement différent. Hein, j'aime bien les expériences. C'est pour ça que j'ai même pu écrire, par exemple, un petit peu de poésie, des essais. Puis là, le théâtre, aussi parce que c'est différent et parce que c'est expérimental. Mais en même temps, il y a une autre raison au théâtre, c'est que je crois que la parole est plus directe. J'allais dire plus vraie. Plus vraie en ce sens qu'elle est plus directe. Elle est là en face de vous au moment où vous la dites et puis après elle disparaît. Mais parce qu'elle n'existe qu'au moment où un metteur en scène la met en espace pour la donner à entendre à un public. Et cet instant-là me plaît parce que vous pouvez même travailler sur des choses très très actuelles et très 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 proches du public. Vous venez de nous dire que vous étiez en train de travailler sur une deuxième pièce de théâtre. D'autres travaux en cours ou pas? Un écrivain, vous savez, ne peut qu'écrire. C'est difficile. Quelquefois, je me dis, j'ai envie d'un peu de répit. Quand je finis d'écrire un roman, je me dis, bon, vous savez, on se sent complètement vidé, hein, on est fatigué. Et puis, il y a comme une espèce de blues, hein, parce que vous avez écrit pendant 1 an et demi, 2 ans. Moi, il me faut à peu près 2 ans pour écrire un roman. Les personnages vous ont accompagné pendant toute cette période. Vous étiez mal, mais vous étiez bien en même temps avec eux. Vous savez, c'est très très ambigu. C'est une relation très complexe, l'écriture. La création, parce que je sais que j'ai des amis peintres qui me disent que c'est la même chose, des amis musiciens, pareil. Donc la création, c'est des moments de plaisir, mais c'est des moments aussi... Vous savez, les créateurs, il y a chez eux un peu de masochisme, parce qu'ils tirent du plaisir de quelque chose qui est en même temps douloureux, complexe. Alors, pendant 2 ans, tous ces gens vous accompagnent et puis là, vous arrivez, c'est la fin, vous savez plus quoi faire, vous êtes un petit peu déboussolé. Mais en même temps, vous vous dites, je vais arrêter d'écrire pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois pour me reposer, pour avoir un peu de répit. Et puis de nouveau, vos démons se réveillent et vous rattrapent et vous disent, il faut que tu te remettes à ta table de travail et écrire. Finalement, j'en tire comme conclusion que l'écrivain ne sait qu'écrire,
le musicien ne sait que faire de la musique et le peintre ne sait que faire de la peinture. Pour un jeune lecteur qui découvrirait vos romans et qui aimerait, lui, se mettre à écrire, quel conseil vous lui donneriez ? Bien de lire et d'écrire, de lire et d'écrire. Je crois que ce sont deux choses qui vont de pair. Vous savez, le plus beau livre de Jean-Paul Sartre, c'est Les mots. C'est un récit roman autobiographique absolument magnifique. Je crois que c'est la plus belle œuvre de Sartre, c'est Les mots. Et on sent comment, puisque la première partie c'est lire et la deuxième partie écrire. Julien Gracq, je crois qu'il a écrit sans lire, en écrivant, en lisant. Je crois même que c'était avant, mais voilà, c'est toujours, vous voyez, en lisant, en écrivant, il y a toujours ces deux pôles qui sont essentiels. Donc un jeune lecteur, il faut qu'il écrive, même un jeune écrivain, il faut qu'il écrive, qu'il ne se décourage jamais, même si on lui dit c'est difficile. Si vraiment il a ça en lui, il faut qu'il y croie tout simplement, et qu'il lise et qu'il écrive. Et vous, qu'est-ce qui vous a lancé dans l'écriture ? J'avais envie j'ai commencé à lire, donc je suis tombé dans la lecture, comme l'autre est tombé, vous savez, dans la potion magique, hein. Et j'ai beaucoup aimé la lecture. J'avais une espèce de boulimie de lecture. Je lisais, j'avais 14-15 ans. Je lisais, mais je lisais absolument tout. C'est-à-dire que je rentrais dans une librairie, une petite ville où je suis né, il y avait une toute petite librairie. Et je dis souvent que même les recettes de cuisine, je prenais tout, vous savez, je dévorais tout ce que je trouvais, même des livres des fois complexes de philosophie que je ne comprenais pas, je les prenais, je les lisais. Les mots, les phrases, comme ça, les imprimer, exercer une espèce de magie extraordinaire sur moi. C'est comme ça que je suis tombé sur Saint-Augustin, parce que j'ai écrit mes 2 premiers livres sur Saint-Augustin. Et voilà, puis après, j'ai voulu... à la même époque, je tombe sur un livre qui s'appelle L'île au trésor, le fameux livre de Stevenson. Et c'est un livre qui m'a vraiment ébloui, mais vraiment ébloui. Je l'ai lu sans relâche, et puis un jour, je me suis dit, bon, j'aimerais bien... écrire et voilà quoi. Finalement c'était un pari, un défi que j'ai relevé. Ce soir vous allez échanger avec vos lecteurs, ils vont sûrement vous poser des questions. Quelles questions vous pensez que vous allez y avoir ? Moi j'espère qu'il va y avoir des questions inattendues, c'est-à-dire vraiment toutes sortes de questions, hein. Moi je réponds à toutes les questions, j'aime pas trop les questions convenues. Il faudrait qu'on m'étonne, on demande aux poètes de nous étonner. Moi j'aimerais bien que les lecteurs et les lectrices aujourd'hui soient poètes et m'étonnent par des choses, mais vraiment une grande liberté à la fois de ton et puis d'inspiration. Tout est possible, je veux dire, il faut rien s'interdire. Merci beaucoup Monsieur Kébirami pour cette interview. Merci beaucoup. Donc je vous souhaite une bonne soirée avec les lecteurs de l'Ancre Malouine au Café de la Java à Saint-Malo. Restez sur Radio Parole de Vie 100.5.